Madame, Monsieur, bonsoir. Oléagineux et céréales au menu de Questions Éco ce soir. Les sujets relatifs à ces deux matières de base, très consommées par les Marocains, inquiètent et sont objets de débat depuis un mois dans la presse, les réseaux ou tout simplement dans les foyers marocains. En effet, après la pandémie, voilà que les entreprises agro-industrielles et les consommateurs doivent affronter une nouvelle épreuve, la hausse concomitante du prix de la quasi-totalité des matières premières agricoles. Et il faut remonter à la crise de 2008-2012 pour retrouver une situation d'ampleur équivalente. Et les prix sont à la fête, plus 25% sur le blé depuis un an, plus 30% sur le maïs, plus 40% sur le soja, qui est au passage une matière essentielle à la nourriture animale, tandis que le riz, le sucre ou encore l'huile de palme se hissent, eux, à des cours qu'ils n'avaient pas atteints depuis 2013. Une inflation qui pourrait toucher beaucoup de rayons des grandes surfaces alimentaires et qui perturbe déjà les négociations annuelles entre producteurs et distributeurs. Bref, la situation mérite éclairage et surtout alternative. Et si le Maroc coupait le cordon avec les marchés mondiaux des matières premières agricoles? Peut-être pas entièrement, mais au moins assez pour ne pas subir les pics de fluctuation des cours comme c'est le cas depuis près de 9 mois maintenant. Pour commenter la situation et analyser les pistes de substitution sera avec nous ce soir le président de la Comader, la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. Mohamed Amouri sera l'invité de Questions Éco ce soir. Bienvenue à toutes et à tous. Mais avant de retrouver notre invité, je vous laisse avec ce papier de Ala Benani qui revient sur cet effet domino de la crise sanitaire sur les cours des matières premières agricoles et la hausse inquiétante des prix, notamment céréaliers et oléagineux. Blé, orge, maïs, colza, les cours mondiaux des céréales ne cessent de grimper depuis 9 mois. Et les chiffres de février n'augurent pas de baisse imminente. Aux États-Unis, la tonne de maïs se paye à $166, celle du soja à 466, du jamais vu depuis 2013. Même scénario à Paris où la tonne de blé s'échange à plus de $298, une hausse qui rappelle amèrement celle de 2012. La contagion haussière affecte aussi l'orge et le colza. Et en mars, d'après la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'indice des céréales a cru de 1,2%. Cette hausse des cours mondiaux des céréales a précipité la hausse des prix de l'huile de table dans le monde entier, notamment au Maroc. Les producteurs d'huile de table expliquent ce phénomène par la forte dépendance du pays par rapport au marché international des intrants. D'après les analystes, le Maroc gagnerait énormément à développer ses propres matières premières nécessaires à la production de l'huile de table. Note positive enfin, selon le département de l'agriculture, la campagne actuelle promet une bonne récolte grâce à une pluviométrie satisfaisante depuis le lancement de la campagne agricole en novembre dernier. Et j'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Al Araïch Mohamed Amouri, président de la Comader. Bonsoir Mohamed Amouri, merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Khadija, moi aussi je suis ravi de vous rencontrer une autre fois. Merci, tout le plaisir est pour nous. Donc avant de parler des céréales, parlons peut-être des oléagineux. Donc on a vu que la tendance est clairement haussière. Les cours se stabilisent plus ou moins. Est-ce qu'on peut parler déjà d'une bonne nouvelle ? Écoutez, moi j'aimerais quand même vous faire part d'un certain nombre d'informations que nous avons recueillies de la filière oléicole, des oléagineuses. Donc, le Maroc importe annuellement autour des graines oléagineuses de l'ordre de 500 000 tonnes, notamment de soja, qui importe de l'ordre de 90%, et du tournesol de l'ordre de 10%. Ce sont ceux-là les tonnages que nous importons pour, extraire les huiles de table. Pour le soja, nous l'importons évidemment en interchangeant les périodes de production des différents pays des hémisphères nord et sud, et pour avoir donc l'approvisionnement en matières premières toute l'année. Nous importons essentiellement des États-Unis le soja et en hémisphère nord et de Brésil et de l'Argentine de l'hémisphère sud. Donc ces 400 000 tonnes, 500 000 tonnes, ce sont ceux que nous écrasons et duquel nous faisons des extraits des huiles.
Par contre, le tournesol, nous l'importons pratiquement des pays autour de la mer Noire, notamment de l'Ukraine et de la Russie. Voilà un peu les origines des importations que nous réalisons. Pour ce qui est du cours, le Maroc ne produit que le tournesol et malheureusement, on n'arrive pas à dépasser les 20 000 tonnes. On produit annuellement en fonction de l'année climatique entre 15 000 et 20 000 tonnes. Donc, des efforts vont être sûrement faits à ce niveau. Oui. Les prix, évidemment, tout à l'heure, on a entendu des prix, la flambée des prix, ce n'est pas les chiffres que nous avons au niveau de la filière. À partir de mai 2020, justement à cause de la crise Covid et des aléas climatiques des pays producteurs, les prix sont passés pratiquement de 480 $ la tonne à pratiquement 600 tonnes en mai. Ça a duré du mai à septembre. Et à partir de septembre, ils ont encore redoublé et ils sont grimpés à 1300 $ la tonne. Ce qui fait qu'on est pratiquement par rapport au prix initial à 170% d'augmentation et au prix de 600 $, évidemment, on est à 110. Donc ça fait quand même une flambée très, très importante que se répercute sur le litre d'huile que nous consommons. Voilà, madame, donc les chiffres approximativement. Très bien. Oui. Monsieur Amouri, est-ce que c'est une situation inédite? Est-ce que le Maroc est déjà passé a déjà subi les répercussions d'une flambée des cours, comme je le citais en introduction, comme celle de 2008, suite à la crise financière de 2008 qui s'est répercutée sur les marchés mondiaux des matières premières? Est-ce que déjà à l'époque, on avait ressenti cette flambée des prix sur les matières premières agricoles? Souvent, ça arrive, ce genre de déviation de cours au niveau du marché international à cause justement soit des aléas climatiques, soit des exigences des marchés, des consommateurs. Nous savons que les cours des oléagineuses actuellement, la Chine a vraiment accéléré les importations de ces produits alimentaires. Et pratiquement, c'est le même phénomène qu'avec le cours de pétrole. Il y a une flambée de prix rapidement. Évidemment, nous avons vécu ce genre de problème, notamment avec l'importation de sucre. D'ailleurs, le Maroc a été obligé de développer un plan sucrier propre pour essayer de limiter ces dégâts. Et donc, heureusement qu'on a bien réussi l'implantation de l'importation de sucre, de la production de sucre au niveau national. Donc, c'est vrai qu'on a eu aussi bien pour les céréales que pour les matières premières de base, nous avons eu pas mal de chocs sur les prix au niveau international. Alors, du coup, avec ces chocs de prix à l'international, est-ce qu'on a mis en place des substitutions pour justement plus de capacités de production locale? Est-ce qu'on a élargi les capacités de production locale, par exemple pour le tournesol que produit le Maroc, peut-être pas le soja parce que c'est pas encore produit au Maroc, peut-être un jour ce sera produit chez nous, comme ce fut le cas pour le sucre, et de baisser ces dépendances par rapport aux marchés internationaux? Oui, madame, je peux vous dire que pour tout ce qui est aller à l'autosuffisance alimentaire, notamment en produits alimentaires de base, tout dépend évidemment des années climatiques. Le Maroc dispose quand même d'une superficie agricole utile de 11 millions d'hectares, mais malheureusement, on est dans une région dont le climat n'est pas très favorable pour une pluviométrie régulière. Donc nous avons des pluviométries assez, disons, hasardeuses et qui ne sont pas régulières, ni suffisantes partout dans le territoire du royaume. Ce qui fait que nous réalisons des campagnes. Par exemple, pour les céréales, nous avons réalisé un maximum en 2015 de 114 millions de quintaux et en 2018 de 102. Ce qui fait que nous arrivons quand même, lorsque les années sont pluvieuses, ils sont suffisamment pluvieuses et qu'on a suffisamment d'eau. Donc, il y a une politique d'eau que nous allons développer. Inch'Allah, durant ces 10 prochaines années, nous allons développer une politique d'approvisionnement en eau
Est-ce que ça demande dans nos beaucoup d'eau, terroirs. justement? Est-ce que, par exemple, juste avant de passer justement à la filière céréalière, Mohamed Amouri, peut-être rester sur cette filière oléagineuse et parler Oui. de combien d'eau est-ce que, par exemple, pour produire des graines de tournesol, demande plus d'eau que de produire du blé, par exemple? Moi, je vais vous donner les chiffres dont je dispose en faisant les bilans Mhm. des importations par rapport aux exportations. Nous exportons des produits agricoles qui consomment de l'eau, mais nous importons aussi des produits agricoles qui consomment aussi de l'eau. Absolument. Seulement que le bilan réalisé au pays, ce que je sais, c'est que actuellement, les chiffres que nous avons à notre disposition, c'est que nos importations par rapport à nos exportations, on est bénéficiaire, c'est-à-dire nous réalisons actuellement, nous exportons de l'ordre de 600 millions de mètres cubes d'eau pour produire les produits agricoles à l'export et nous importons pour tout ce qui est céréales, maïs, tournesol, etc., tout ce qui est ce que nous n'avons pas, nous importons de l'ordre de 9 milliards de mètres cubes d'eau, ce qui fait qu'on est largement positif par rapport aux disponibilités en eau du Maroc. Donc, il est peut-être plus intéressant de continuer à importer des matières premières dont la consommation est importante, pour épargner, disons, l'eau nécessaire pour faire autre chose, faire des extensions, réduire un petit peu les superficies, réduire le déficit en matières premières de base et augmenter des superficies en oléagineuses et en céréales. Ceci sont des stratégies qui vont être accompagnées pendant ces prochains 10 ans pour essayer de réussir un peu l'équilibre en matière d'autosuffisance alimentaire. Est-ce que ces filières-là, je parle toujours bien sûr de ces graines destinées Oui. à la production d'huile de table et végétale, ont autant de valeur ajoutée? Est-ce que ce serait motivant pour un producteur de se lancer dans ces filières-là, justement, à la place d'autres filières qui sont déjà destinées à l'export? En parlant de valeur ajoutée, effectivement, les produits que nous réalisons actuellement à l'export, ils valorisent beaucoup plus l'eau que ces produits-là que nous importons. Ils les valorisent sur le plan rapatriement de devises qui permettrait donc d'importer les produits qui sont de moins valeur ajoutée. Mhm. Donc cela mérite peut-être une intervention de l'État sur le plan financier auprès des producteurs pour les encourager à réaliser ces programmes. Mais je vous dis que on ne peut pas, un entrepreneur marocain ne peut pas produire des produits alimentaires que par la suite, dont la valeur ajoutée ne lui est pas satisfaisante. C'est normal. Enfin, Voilà. oui, Oui. bien sûr, ce sont les règles, C'est logique. n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat, c'est logique et c'est légitime surtout. Alors, Et c'est légitime, voilà. absolument. Alors, parlons à présent de l'autre filière importante, très importante, et notamment Oui. pour la consommation marocaine. Je parle ici des céréales, notamment du blé. Aujourd'hui, comment sont les stocks dont dispose le Royaume? Je vous dis, vous savez très bien que nous avons passé une année sèche très difficile, que nous n'avons produit finalement en 2020 que très peu de céréales. Nous n'avons pas dépassé le tonnage de 32 millions de quintaux et nos prévisions pour la consommation. Vous savez que la filière céréalière occupe une place très importante dans l'économie de notre pays. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'elle apporte entre 10 et 20% de PIB agricole, parce qu'elle occupe 75% de notre superficie agricole utile, soit autour de 5 millions d'hectares, et parce que le Marocain consomme autour de 200 kilos de blé par habitant et par an, soit 3 fois plus que la moyenne mondiale. Donc, c'est évidemment une filière très très importante que nous sommes en train d'organiser et d'approfondir la réflexion sur qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la possibilité de produire à notre niveau. Et donc, voilà, nous avons produit, comme je vous ai dit, nous avons eu des années records, comme en 2015 et en 2018, et malheureusement en 2020, 19-20, nous avons à peine dépassé 32 millions de quintaux. En matière de stock, je vous dis, oui, en matière de stock, le Maroc a toujours
eu un stock de sécurité de plus de 3 mois pour essayer, qui lui permettent de négocier, de voir sa production aller en avant et savoir un petit peu quels seraient les tonnages qu'il devrait normalement importer en complément à ce que nous produisons. Cette année agricole 2020-2021, donc je pense que la pluviométrie est très, très intéressante. Les pluies importantes enregistrées par notre pays ont remonté le moral de nos producteurs, de nos agriculteurs, et nous espérons une campagne similaire à celle de l'année 2018, Oui. minimum. Oui, mais Mohamed Amouri, Inch'Allah, on le souhaite. C'est des souhaits. Alors, avant, justement, donc vous nous avez parlé de stocks qui couvrent au moins une période de 3 mois. Le blé a augmenté de manière vertigineuse sur les marchés mondiaux. Est-ce que cela risque de se répercuter sur les prix au Maroc en attendant cette campagne et la récolte de cette bonne campagne, on le souhaite grâce à la pluviométrie, la campagne 2020-2021? D'abord, donc, nous avons cet espoir de voir, donc, parce que je vous donne une autre donnée qui est importante. Dernièrement, dans un webinaire sur l'eau, quelqu'un nous a dit que selon des études actuellement menées par l'hémisphère nord, donc par les scientifiques qui s'intéressent à la climatologie de l'hémisphère nord, les pluies sont pratiquement décalées de l'automne au printemps. Donc, nous avons l'espoir d'avoir un complément d'irrigation pendant le printemps pour arriver à une campagne suffisamment arrosée et suffisamment productive. Donc, j'espère que nous aurons l'autosuffisance cette année pour ne pas entrer dans les compensations et d'autres considérations qui pourraient avoir une répercussion négative sur nos consommateurs. Je ne pense pas qu'il y aurait des lourdes conséquences, mais nous avons l'espoir parce que nous savons que la campagne avance très rapidement et favorablement. Et donc, je suis de nature optimiste et je pense que nous allons avoir une campagne équilibrée et que cela n'arrivera pas d'une manière drastique. Voilà, madame. Et juste comme ça, peut-être qu'on éclaire aussi l'opinion publique sur les origines et les volumes importés en moyenne. On ne compte pas les années sèches ou les années où le ciel fut clément, mais de manière globale, combien importons-nous et de quelle origine importons-nous nos céréales, principalement? Voilà. Si nous faisons, je vous ai donné des chiffres tout à l'heure. Si nous faisons les calculs, si nous consommons 200 kilos par habitant, et nous sommes 36 millions d'habitants, donc on a besoin de 72 millions de cantons, sans compter le tonnage de réserve. Mais si nous produisons 100 millions, on n'a pas besoin d'avoir des soucis. Oui. Donc les prix, les origines, nous avons donc plusieurs origines selon les relations historiques et traditionnelles que nous avons avec ces origines. Il y a essentiellement la France, la Russie, on importe aussi du Canada et des États-Unis. Donc, en principe, les origines sont connues. Les négociations, nos partenaires de la filière céréales, ils sont déjà en train de savoir comment prévoir les négociations. Il y a des fois, on est arrivé même à importer de l'Australie. Bon, moi, je le dis parce que j'ai vu qu'il y a des partenaires, des opérateurs importants qui font leurs prévisions et leurs contacts d'ores et déjà. Mais nous avons quand même l'espoir d'avoir une campagne suffisamment productive pour éviter d'importer d'importantes quantités qui pourraient nous fausser la moyenne ou nous donner des prix élevés. Voilà. Mais en tout cas, juste comme ça, on ne le répétera jamais assez, pour vous, la campagne s'annonce plutôt bonne. Positive. Pour les céréales. Optimiste, oui. Inch'Allah. Et on pourrait également parler, d'accord, le Marocain
consomme beaucoup de blé dans son quotidien, mais il s'agit Oui. aussi des filières animales qui sont eh bien, alimentées grâce à ces céréales, mais pas que, grâce au soja aussi. D'ailleurs, vous avez cité la France, et aujourd'hui, en France aussi, il y a la filière notamment avicole qui commence à avoir des craintes sur la répercussion de la hausse des cours de blé, sur le prix du poulet. Est-ce que cela risque de toucher notre filière avicole, Mohamed Amouri, ou d'autres filières animales qui sont aussi dépendantes des graines pour l'alimentation du bétail? Oui, c'est vrai, le maïs essentiellement, l'orge et le maïs essentiellement, nous sommes producteurs en partie. Et le tourteau de soja il fait partie donc des 500 000 tonnes de soja que nous importons. Donc je pense que pour le tourteau de soja, nous n'aurons pas de problème. Évidemment, seul le problème de prix qui est important. Bien sûr. Mais pour le maïs également et l'orge, je pense que cette année, on va avoir une production suffisamment importante pour aussi essayer de réduire la retombée de prix international, de l'effet, la retombée de l'effet de la hausse des prix internationaux. Voilà. Très bien. Et justement, par rapport à cette hausse des prix à l'international, il y a cette question centrale de substitution des importations qui revient certes dans le secteur industriel. Est-ce que c'est le cas aussi dans le secteur agricole? Vous avez évoqué tout à l'heure des stratégies, des plans. Est-ce que cela fait partie de ce plan Génération Green qui est en train de se mettre sur les rails et de se mettre ou d'être appliqué? Rappelons que c'est un plan qui a été lancé en 2020. Est-ce que ce plan Génération Green qui vient comme une suite du plan Maroc Vert constitue ou met en avant la substitution des importations parmi ses priorités, et notamment à cause de ces fluctuations que l'on vit actuellement sur les marchés mondiaux? Oui, donc les stratégies du plan Maroc Vert d'abord, qui ont pratiquement eu comme la base de la stratégie, est faite sur l'approche de l'organisation professionnelle. Donc actuellement, il y a une responsabilisation de la profession agricole sur le terrain pour appliquer les directives donc, de la stratégie verte, la stratégie green, de la génération green. Cette stratégie est basée essentiellement sur l'être humain, donc la formation, la création des écoles un peu partout, la sensibilisation, la répartition, la militarisation des terrains, tout cela pour créer une classe moyenne très dynamique et capable de relever les défis en matière de production et de diversification. Évidemment, si la politique de l'eau suit, et je pense qu'il va suivre, et nous sommes très très préoccupés par la problématique de l'eau, je pense que les objectifs de la stratégie Génération Green seront accomplis au-delà des prévisions. Et on aura donc notre équilibre et on réduit le maximum les écarts en matière des produits nationaux et les produits à l'importation. Donc, en fait, il a fallu qu'il y ait cet épisode quand même de hausse sur les marchés des matières premières pour que l'on peut-être active d'autres leviers dans ce sens, dans le sens que vous citiez, et justement un peu adapter les filières oléagineuses ou même céréalières à cette stratégie qui a été réussie pour le sucre. Non, madame, il n'a pas fallu faire attendre la crise, ni rien du tout. C'était juste la période de création des stratégies de base qui est le plan Maroc Vert, oui, et de préparer la profession, préparer les leviers nécessaires pour pouvoir développer notre agriculture. Mais cela, c'est conjoncturel. La crise, la sécheresse est conjoncturelle. La maladie est passagère aussi, elle est conjoncturelle. Donc, on ne l'a pas attendu. C'était bien avant que cela arrive, que la stratégie Génération Green était en cours d'étude pour être appliquée juste après la fin du plan Maroc Vert, qui lui, elle avait comme approche préparer les bases pour aller en avant avec l'encouragement de l'être humain. C'est surtout l'être humain qui est visé par la Génération Green. C'est le relèvement du niveau de vie de notre population moyenne.
Et de baisser Voilà, aussi, parce que vous avez parlé de conjoncturel, de baisser aussi les prix de consommation de produits de base. Euh, Est-ce que c'est absolument, conjoncturel absolument. aussi selon vous? Donc on ne risque pas, finalement, parce qu'il y a beaucoup de De les- craintes avec l'approche de Ramadan, que les prix repartent à la hausse, notamment du poulet, de la viande, des œufs peut-être aussi. Ben oui, ça revient aussi beaucoup dans les craintes des citoyens marocains. Donc normalement, on ne devrait pas s'inquiéter sur une hausse prochaine des prix, selon vous, Mohamed Amouri, pour terminer sur une note Non, peut-être positive, on l'espère. non, je ne pense pas qu'on doit se préoccuper, on va avoir des soucis, parce que actuellement, cette filière de volaille et des œufs souffre par la baisse des prix, justement, et le manque de consommation, conséquence de la pandémie. Oui, Actuellement, le secteur avicole dégage des pertes extraordinaires à conséquence de la pandémie, parce qu'il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas d'hôtel, il y a rien qui bouge. Donc, oui. ce qui fait que les ventes de la viande blanche et des œufs, ils ont diminué énormément par rapport au coût qui se réalise actuellement par les opérateurs de ce secteur. Très bien. Donc, je pense que oui. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup, Mohamed Amouri, président de la Comader de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. Merci de nous avoir C'est moi. accordé cette interview et d'avoir éclairé l'opinion publique sur des choses qui touchent leur quotidien et leur panier, justement. Merci. C'est moi. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de Question Écho. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.